Est-ce que vous vous rendez compte que moi, quand je la tourne, la séquence, je ne sais pas si je vais pas être mort? Et que ça change beaucoup de choses. Et bien, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce film. Parce que je me disais, mais si jamais ça dérapait vraiment, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, je me suis fait sortir d'un bar punk à Berlin, hein, par exemple. Je veux dire, parce que j'étais rentré avec mes caméras et tout. Là, je rentre, il y avait des grands mecs avec des crêtes jaune vif, orange, etc. Hein, et ils faisaient la tête, puisque dès que je rentre, le mec il coupe la musique déjà pour mettre l'ambiance. Donc tu te retrouves dans le silence, puis tu sais pas ce que tu dois faire, mais tu te dis que peut-être ça va marcher. Donc tu restes, alors que tu ferais mieux de te barrer tout de suite. Et à un moment, il y en a un qui est venu vers moi et qui a mis une écharpe sur la caméra qui était au bout de la tige, et puis qui m'a tordu le bras. Alors heureusement, je suis hyper laxe, moi, donc on peut faire un demi-tour, j'ai toujours pas mal. Mais surtout, j'ai découvert, je parlais l'allemand. Parce qu'il m'a dit, mais si vous allez voir, vous allez tous comprendre. Problème. Je dis non, j'ai pas de problème, ça va. Et puis deuxième phrase, une caméra. Bon ouais, je sais, je filme, j'aurais peut-être dû demander, enfin bref, je sens que ça va pas du tout. Donc, je n'ai qu'une envie, c'est de me barrer à ce moment-là, de m'en aller. Donc je commence à aller vers la porte, et lui il tord toujours le bras, et surtout il veut me foutre dehors. Donc il y a au moins un moment où on est d'accord. C'est-à-dire sur la direction générale qu'on doit prendre l'un et l'autre. Donc je vais vers la porte, et là, heureusement, il arrive à péter la tige de la caméra, qui est en fait en deux parties pour des raisons pratiques, et j'ai un petit raccord en plastique entre les deux. J'en ai plein, donc je m'en fous. Et ça, c'est vachement bien, parce que s'il n'avait pas cassé là un truc, peut-être qu'il m'aurait mis une petite claque. Comme ça, juste... Et comme il était vraiment beaucoup plus fort que moi, ça aurait peut-être pas été très bien. Donc, toutes ces situations que j'ai vécues à droite, à gauche, tout à l'heure je parlais de la fausse policière, etc., eh ben, je me suis posé des questions. Et c'est comme ça que je me suis dit, si un jour ça dérape, et si même un jour je disparais carrément, et comme on ne sait pas où je suis, qui pourra savoir ce qui m'est arrivé? Et donc j'ai imaginé, et je me suis amusé, et j'ai écrit un long métrage de fiction, qui est donc terminé, le scénario est écrit, et le point de départ, ben, c'est tout simplement un bête accident de voiture sur une route de montagne, dans les Carpates. Donc vous imaginez, une vieille dame en plus qui a vu hein, l'accident se produire. Donc c'est pas, je veux dire, elle n'est pas poursuivie par des bandits, hein. C'est un accident de voiture. Elle a vu la voiture partir dans la rivière a emporté la voiture, on la retrouve un peu plus loin, vidée par les flots, et bah, on retrouve simplement un peu plus tard les bagages dans un hôtel, avec, parce que je vais à l'hôtel, je le dis, je le répète, je pense que vous le savez, moi j'essaye d'aller chez les gens, mais c'est pas Pékin Express. Et donc, il récupère les bagages et une partie du matériel, et tout ça c'est rapatrié à Paris. Et là, la monteuse de l'émission, la personne qui fait les montages, décide de terminer ce dernier épisode dont le tournage était presque fini. Donc, elle arrive à monter ce truc, elle se met à travailler, elle visionne les images, dans lesquelles il n'y a rien de spécial, hein, et elle commence à faire son montage. Et là, petit à petit, elle commence à remarquer des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes. Et elle commence à avoir des doutes et se dit, mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Voilà, ça c'est le départ de l'histoire. Et évidemment, je ne vais pas vous en dire plus. Mais, ce que je peux vous dire, c'est qu'une monteuse, c'est quelqu'un qui a un regard qui est différent des autres. Parce que d'abord, elle a un pouvoir. Elle a le pouvoir de jouer, d'arrêter le temps. Parce qu'elle est en train de visionner les images, elle peut s'arrêter. Elle peut revenir en arrière. Elle peut zoomer, elle peut faire plein de choses. Et là, tu peux voir des choses que tu n'aurais pas vues au départ. Et puis, pourquoi est-ce que je veux faire ce film-là sur l'émission J'irai dormir chez vous? C'est pas juste une lubie, c'est pas de la mégalomanie. C'est que J'irai dormir chez vous est tourné d'une manière inhabituelle, par un mec tout seul, qui ne sait pas où il va, et qui filme sur plus de 180 degrés avec ses caméras. Donc, je vois pas tout ce que je filme. Il y a des tas de choses dans les images que j'ai pu ne pas voir. Et ça s'est vérifié dans la réalité. Parce que j'ai fait l'épisode Nicaragua, par exemple. Je rencontre un fermier dans les montagnes. C'est un propriétaire terrien, il a des collines, il a des plantations, et il y a plein de gens qui travaillent pour lui. Et c'est les Indiens de la région, beaucoup, que j'ai malheureusement pas été voir comme j'aurais dû le faire. Et j'y suis pas allé les voir parce que j'ai pas senti qu'il y avait quelque chose de particulier à cet endroit-là. Et c'est la monteuse qui me l'a dit. Elle m'a dit, est-ce que tu as vu ça? Et elle me fait voir, le mec il avait un revolver à la ceinture que tu voyais pas tout le temps.
Et moi, je ne l'ai pas vu du tout. Mais ça aurait modifié le rapport entre lui et moi, et du coup, je me serais posé d'autres questions. Parce que t'as pas besoin de te balader avec un revolver quand il n'y a pas de problème. C'est quand même un peu bizarre. Et donc, c'est ces choses-là qui ont fait que j'ai écrit ce scénario de fiction. Alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Parce que faire un film, ben, c'est pas comme faire une émission de télé. C'est-à-dire que quand personne n'a voulu de mon émission, eh ben, j'ai pas été payé pendant 1 an, mais j'ai continué à la faire. Parce que ça coûtait pas trop cher. Alors que là, on parle d'un budget de 2 millions si on veut faire un film correctement. Donc, il faut trouver de l'argent auprès des professionnels du cinéma. Et ça marche de la façon suivante. Les premiers à mettre de l'argent, ce sont les distributeurs. C'est eux qui disent, qui assurent que le film va sortir au cinéma. Ensuite, on peut aller avec ça demander de l'argent aux chaînes de télévision. Mais la division cinéma, c'est pas les gens que je connais, moi. C'est pas ceux que je fréquente. Et puis, il y a les Sofica, qui sont des fonds d'investissement. Après, il y a plein d'autres choses. Mais le premier truc, c'est les distributeurs. Alors, moi, j'ai eu mon idée il y a 7 ans. Et puis, il y a 2 ans que le scénario est prêt. Mais comme je tourne des J'irai dormir chez vous, eh ben, je repars en voyage, je reviens, je dis ah oui, il faut que je fasse ça. Ensuite, j'ai un mixage à faire. Enfin, j'ai tout le temps d'autres trucs à faire. Donc, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, j'ai décidé, j'arrête, j'irai dormir chez vous tant que j'ai pas fait mon film. Parce que sinon, je le ferai jamais. Parce que les années passent, et puis bah, après, j'aurais plus la niaque. Et on a fait lire ce scénario à des distributeurs, des grands distributeurs, c'est-à-dire UGC, Gaumont, MK2, c'est-à-dire ceux qui ont leur salle de cinéma. Et là, c'est vachement intéressant. Parce que le mec te dit, en retour, j'ai pas grand-chose de négatif à dire sur le scénario. Donc ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de trucs négatifs à dire, mais ça veut aussi dire que quand il l'a lu, il cherchait un truc négatif. Bon, donc c'est un vrai compliment. Et le deuxième truc qui est encore mieux, c'est qu'il dit, nous on croit absolument pas à mettre ce film au cinéma. C'est un film il faut pas faire un film là-dessus. C'est pas intéressant, c'est pas bien. Il y croit pas. Mais comme il aime bien la série, il a quand même ouvert le scénario pour voir à quoi ça ressemblait. Et il le dit, il l'avoue, il dit, j'ai pas pu m'arrêter avant la fin. Parce que j'avais envie de savoir. Et moi je vous dis une chose, c'est que cette histoire se dénoue à 3 minutes de la fin. Pendant tout le film, on ne sait pas, on cherche, on essaie de comprendre. Et ça te tient en haleine. Alors je me dis, bah, c'est bien, s'il a lu jusqu'à la fin et qu'il n'a pas pu s'arrêter de le lire, il sait que ça va être un bon film. Donc je lui dis, alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais on le fait pas. Je dis, mais pourquoi on le fait pas? Ben parce que les gens vont pas aller le voir. Et il a des doutes. Ils ont tous des doutes sur 2 choses. La première, c'est est-ce que Antoine de Maximi va être capable de faire un film de fiction alors qu'il n'en a jamais fait? Mais moi, je peux vous dire un truc, j'ai été viré du lycée à 17 ans, j'ai le brevet, j'ai même pas passé mon bac, je ne l'ai pas raté, hein, c'est déjà ça. Mais j'ai tout appris dans ma vie, j'ai appris plein de choses. Et je vais vous donner juste un petit exemple, je regarde la pendule, et en avant ces enfants. J'ai fait une plongée en sous-marin pour faire un documentaire. Alors que j'étais ingénieur du son, on m'a proposé une place et il y avait une plongée en sous-marin. Moi, je voulais aller voir le fond de la mer à 5000 mètres avec l'Ifremer, c'est fabuleux. C'est un sous-marin avec des hublots. Mais moi, j'étais ingénieur du son, j'étais pas caméraman. Je savais pas utiliser une caméra 16 mm professionnelle. Eh ben, j'ai dit oui. Et j'ai demandé à un copain de m'apprendre à me servir de la caméra. Et je suis parti 5 semaines dans le Pacifique. J'ai tourné plein d'images. J'ai rien vu parce qu'en film, tu visionnes pas le soir. Hein. Et quand je suis rentré, on a fait développer. Là, j'ai eu une petite suée hein, quand même. Et ben, c'était bon parce que j'avais été méthodique, prudent. J'avais pas fait des trucs j'avais fait des trucs que je n'avais jamais fait, mais que je savais pouvoir faire. Et là, c'est pareil pour ce film. Mais ça, c'est le premier doute. Mais le deuxième doute de tous ces gens du cinéma qui peuvent mettre de l'argent, c'est sur vous. Parce qu'ils se disent, est-ce que les gens, et vous me reprendrez si je me trompe, qui regardent l'émission gratuitement depuis 15 ans, cette émission qui repose sur la réalité, est-ce que ces gens-là vont aller au cinéma, où c'est quand même un peu payant, même si c'est pas la ruine non plus, pour voir un film complètement différent? Donc ils se posent cette question. Et comme ça n'avance pas, moi j'ai pris la décision suivante. En septembre prochain, je tourne. Avec l'argent que j'aurai récupéré, avec le financement participatif que j'ai lancé. Et éventuellement, les gens du cinéma qui vont nous suivre, parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a une machine qui se met en route, et qu'il y a beaucoup de monde qui suit. Et le financement que j'ai lancé,
J'essaye de tenir le rythme. C'est sur KissKissBankBank. Alors comment ça marche? C'est très simple. Les gens mettent ce qu'ils veulent. Et il y a des contreparties. Alors par exemple, pour 50 €, il y a une place pour aller voir le film quand il va sortir. Et puis la chemise rouge, la même, mais brodée. Brodée, j'irai dormir chez vous. Collector, il n'y en aura pas des milliers. Il y a des trucs comme ça. Et le financement participatif que j'ai lancé et que je soutiens par ma petite tournée en France, où je vais dans des endroits aussi variés que Monaco et que les quartiers nord de Marseille ce soir, ou le petit village perdu en Haute-Loire, et des grandes salles de cinéma à Montpellier, eh bien, non, c'est à Toulouse, eh bien, fait que ça montre qu'il y a une espèce de machine qui se met en route. Et c'est pour ça que je fais ce Tour de France. Or, c'est en train de porter ses fruits. Pour l'instant, moi j'ai demandé 200 000 €. Et je vous expliquerai pourquoi cette somme, c'est pas n'importe quoi. Ça commence par porter ses fruits parce que les distributeurs, on est en train d'en trouver un. Et c'est lui qui a donné ces fameuses 3000 places gratuites pour quand le film va sortir. Et la dernière chose que je voulais dire, il y en avait deux, mais j'en ai oublié une. C'est pour ça que j'ai pas fait d'études, parce que j'ai pas beaucoup de suite dans les idées, en tout cas c'est brouillon. C'est que j'ai voulu sortir des cases aussi pour le financement participatif. C'est-à-dire qu'au-delà des petites sommes que vous allez pouvoir mettre, ou des grosses, parce qu'on n'est pas du tout les gueules, je veux dire. Il y a une personne qui a mis 10 000 €. Ah oui, c'était combien? Pourquoi je vous demandais 200 000 €? On a fait un truc rigolo. On a fait qu'il va y avoir une espèce de tombola, en plus des contreparties, en plus de ce que tout le monde fait avec son financement participatif. On va tirer, et sérieusement, avec huissier et tout, c'est pas les copains qui vont venir. On va tirer 100 personnes au hasard, parmi tous les contributeurs, qui pourront venir avec un accompagnateur, leur femme, leur copine, un pote, n'importe quoi, faire une grosse fête à la maison. Mais chez moi, pas une maison qu'on va louer pour l'occasion. Chez moi. Parce que je reste entier sur ce que je fais et sur ce que je défends depuis le début. Et il y a un deuxième tirage au sort. Et là, il y en aura 10 qui seront tirés au sort et qui pourront venir dormir à la maison. Et alors je vous dis, c'est pas un hôtel chez moi, ça sera un matelas gonflable et sac de couchage. Mais, alors attends, et pour terminer, pourquoi 200 000 €? C'est à Paris, donc il faudra prendre le train. Mais, ou l'avion. Et pour terminer, pourquoi est-ce qu'on a mis 200 000 €? Parce que 200 000 €, c'est la somme qui me permet de tourner si personne ne me suit. S'il n'y a aucun distributeur, aucune chaîne qui veut mettre de l'argent sur ce film, je le ferai quand même. Parce qu'on peut tourner à l'arrache, on peut tourner avec des copains. Et il y a des exemples comme ça. Est-ce que vous vous souvenez d'un film dont le titre ressemble beaucoup au titre de mon émission? C'est... Non? Ouais. C'est arrivé près de chez vous. Qui est sorti il y a bien longtemps. Il y a au moins 20 ans, 30 ans, je sais pas. Qui était tourné en noir et blanc. Hein? Ah oui, on regardait hier soir. Là, ça fait quoi, 27? Ouais. Et qui a permis à Benoît Poelvoorde de percer, qui a probablement pas été payé pour ce tournage. On peut faire un film pas cher, c'est possible. Ce qu'il faut, c'est un peu de volonté et de la suite dans les idées. Et moi, je suis quand même un peu têtu. Et donc, ce film-là va être tourné au mois de septembre, sauf si vraiment on n'arrivait pas à ces 200 000 €. Et pour vous donner une idée, on en est à peu près la moitié du parcours, de la durée de la cagnotte, et on en est à, je ne vais pas regarder aujourd'hui, mais en genre 112 000 €, 112, 113 000 €. Donc, c'est quand même bien parti. Alors maintenant, pour terminer, je vais vous remettre une petite séquence pour que vous vous rendiez compte d'une chose. C'est l'intérêt de ce film, comment il tient la route. Parce que là, je vous ai montré une séquence, ça se passe à peu près bien, et ça bascule. Ça, c'est assez manichéen, c'est pas dans la finesse. Mais parfois, on rencontre des gens, et vous pouvez me faire confiance que c'est ce genre de gens-là qu'on va rencontrer dans le film, des choses comme ça qui vont se passer. On rencontre des gens, on ne sait pas très bien sur quel pied danser. Ça peut être des gens qui sont super sympas et puis qui sont des grands traîtres. Ça, c'est plus courant. Ou alors des gens qui sont confus. Et là, je vais vous montrer une séquence d'un mec confus. Ça dure 4 minutes, et puis après on fera une petite conclusion, et comme ça vous n'arriverez pas en retard au boulot.